Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder les rope chains. Donc les rope chains, pour le dire rapidement en introduction, c'est un type d'exploitation qui se base sur ce qu'on a déjà vu et qui va permettre de faire des exploitations un peu plus élaborées. Notamment, on va voir que grâce à ça, ça va nous permettre de pouvoir faire du pawn même quand il y a de la SLR, et ça va également nous permettre d'introduire par la suite euh, des exploitations de binaires un peu plus compliquées et avec d'autres attaques un peu plus élaborées. Donc allez, c'est parti. Alors on commence avec un rapide rappel. Donc là on va parler de Stack Overflow, et donc le Stack Overflow ça se passe quand on a un buffer dans la stack qu'on permet à l'utilisateur d'écrire dedans et où on vérifie pas la taille de ce qu'on écrit. Donc là, typiquement, on a un buffer de 2 et l'utilisateur peut mettre plus que 2 dedans. Et donc, s'il met plus que 2 dedans, il va l'écrire sur les valeurs d'après dans la stack, donc c'est ce qu'on appelle un overflow. Et notamment, les valeurs qui nous intéressent le plus sont saved EBP et saved EIP, et notamment saved EIP qui nous permet de contrôler le flux d'exécution du processeur. Et donc si on regarde ce qui se passe en assembleur, ça se traduit par deux instructions qui vont nous intéresser, qui sont leave et ret, qu'on retrouve à la fin de chaque fonction. Et donc tout d'abord leave, donc là on voit que ESP il pointe vers saved EBP, et donc quand on exécute leave, on récupère ce qui est pointé par ESP et on le met dans EBP. Donc là, on voit que EBP était modifié avec ce qu'on avait réécrit sur save de BP, et donc maintenant l'instruction ret, c'est la même chose, on récupère la valeur pointée par ESP et on la met dans EIP. Et comme EIP c'est notre prochaine instruction à être exécutée, on peut modifier le flux d'exécution. Et donc là, on voit que EIP a été modifié avec ce qu'on avait réécrit par-dessus save de IP. Et donc, si on met des choses intéressantes, on a moyen de contrôler le flux d'exécution du processeur pour le Graal, souvent, c'est de récupérer un shell. Donc ça, c'est le principe de base, et donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et si vous avez bien compris tout ce qui se passe, notamment au niveau assembleur, et ben, il n'y a pas de raison que vous soyez largué sur la suite. Donc, si tout va bien, on peut passer maintenant à ce qu'on appelle les ROP chains. Donc, ROP, vous avez l'acronyme ici, et du coup, en français, on le traduirait par programmation avec des returns. Parce qu'on a vu que ce qui va nous intéresser quand on fait du Stack Overflow, c'est de contrôler le flux d'exécution, et donc notamment au départ, on fait ça par écrire par-dessus saved EIP. Mais du coup, on pourrait se dire que on pourrait sauter un endroit du code où il y a un ret, et donc on aurait toujours la main sur le flux d'exécution. Donc on va voir ça juste après, ça va être beaucoup plus clair. Donc ROP, ça veut dire qu'on va utiliser des rets pour pouvoir garder le flux d'exécution, et une ROP chain, c'est pour dire qu'on va enchaîner ces rets-là afin de mettre le processeur dans un certain état qui va nous permettre de récupérer un shell. Donc, on va voir un exemple, ça va être plus simple. Donc là, comme premier exemple, j'ai repris le même programme qu'avant, sauf que j'ai rajouté une nouvelle fonction qui s'appelle Toto. Euh, et donc là, on voit que Toto, il y a juste un ret. Donc ce qu'on peut faire, c'est, euh, plutôt que de sauter n'importe où dans le code, comme on a pu faire en ret2win, ou sauter dans la stack en ret2stack, ou du ret2libc, bah, ce qu'on peut faire, c'est de sauter sur la fonction Toto et voir ce qui se passe. Donc là, on est au niveau du ret de la fonction foo. Donc, c'est un ret, on récupère la valeur pointée par ESP et on la met dans EIP. Donc là, on va mettre l'adresse de Toto dans EIP. Donc là, c'est bon, le processeur a fait ce qu'on voulait, il a sauté dans la fonction Toto. Bon, qui n'est pas vraiment une fonction, mais c'est plutôt un label pour ceux qui ont déjà fait de l'assembleur. Et donc, si on regarde ce que fait Toto, et ben il fait un ret. Et donc le fonctionnement du ret n'a pas bougé, c'est toujours le même. On récupère la valeur qui est pointée par ESP et on le met dans EIP. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, j'ai rien mis de très intéressant, mais j'aurais très bien pu mettre l'adresse du main pour faire du ret to win, par exemple, une adresse de stack pour faire du ret to stack. Donc, j'ai toujours la main sur le flux d'exécution, c'est toujours moi qui le contrôle.
Bon, là, effectivement, cet exemple-là, il sert pas à grand-chose, parce qu'on fait directement arrête, mais ça permet déjà de commencer à comprendre comment fonctionne les rope chains. Et donc là, tout de suite, on va regarder un deuxième exemple qui va être plus intéressant. Alors là, on a un autre exemple, où du coup, la différence, c'est que le label Toto, je vais l'appeler comme ça, il fait pas juste un ret, il fait un pop EAX, puis un ret. Donc là, pareil, on va dérouler ce qui se passe. Donc là, on est sur le ret de la fonction foo. Donc le ret, on récupère ce qui est pointé par ESP, donc là, l'adresse de Toto, et je la mets dans EIP. Donc j'arrive dans Toto, et donc là, on va regarder ce que fait Toto. La première chose, c'est un pop EAX. Donc pop EAX, c'est je regarde ce qui est pointé par ESP, je récupère la valeur, et je le mets dans EAX. Donc là, comme juste après l'adresse de Toto, j'ai mis ABCD, et ben, je vais mettre ABCD dans EAX. Donc on voit ici que EAX a été remplacé par ABCD en ASCII, et pareil avec du Little Endian. Et ensuite, Toto fait un ret. Donc toujours pareil, je récupère ce qui est pointé par ESP et je le mets dans EIP. Donc ça veut dire que là, on a toujours le contrôle sur le flux d'exécution. Bon, là, pareil, en l'occurrence, j'ai rien mis derrière, mais on pourrait continuer à construire notre opchain. Donc là, ça veut dire que on a toujours le flux d'exécution, mais cette fois-ci, on sait ce qu'il y a dans EAX, et même plus important, c'est nous qui choisissons ce qu'on met dans EAX. Donc ça, on va voir juste après que ça va être hyper important pour notre objectif final de savoir contrôler ce qu'on met dans nos registres. Donc là maintenant, on va regarder un troisième exemple, et ça va être la dernière chose qu'il faut savoir pour pouvoir construire notre opchain. Et donc maintenant, un exemple un peu plus élaboré de ce qu'on peut faire et comment on l'utilise. Donc là, on voit qu'on a trois labels, donc Toto, Titi, Tutu. Donc Toto, il fait un pop EAX ret, Titi, il fait un pop EBX ret, et Tutu, il fait un mov EAX EBX. Donc on va détailler juste après ce que fait cette instruction. Donc là, on est au ret du foo, donc toujours pareil, je récupère ce qui est sur la stack, donc là l'adresse de Toto, et je saute dessus. Donc là, je suis dans Toto, je pense que vous commencez à avoir la mécanique en tête. On a un pop, donc je récupère ce qui est sur la stack, je le mets dans EAX et je passe à l'instruction suivante. Maintenant j'ai un ret, donc je récupère ce qui est sur la stack et je le mets dans EIP pour pouvoir sauter dessus. Donc là, je saute sur Titi. Toujours la même chose, maintenant on a un pop EBX, donc je récupère ce qui est sur la stack et je le mets dans EBX. Maintenant, pareil, toujours un ret, donc là, cette fois-ci, je saute sur tutu. Et on arrive sur l'instruction qui va nous intéresser. Donc là, ce truc-là, le mov crochet EAX virgule EBX, ce qu'il fait, c'est que il récupère ce qu'il y a dans EBX et il le met à l'emplacement mémoire pointé par EAX. Donc là, typiquement, ce qu'il va faire, c'est que la valeur dans EBX, donc c'est nous qui l'avons choisi, c'est coffee, et l'adresse pointée par EAX, c'est aussi nous qui l'avons choisi. Bon, là en l'occurrence c'est ABCD, mais on pourrait mettre autre chose. Et donc ce qu'il fait, c'est que à l'emplacement mémoire, donc ici 0x44, 43, 42, 41, il va le mettre la valeur 65, 66, etc. Donc là en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup on va pouvoir écrire ce qu'on veut à l'adresse qu'on veut. Et donc, euh, là, ça va planter parce qu'on n'a pas fait attention à l'endroit où on va écrire, mais dans un programme, on va retrouver des emplacements mémoire où on a le droit d'écrire des choses, et donc on va pouvoir écrire dessus tout ce qu'on va vouloir. Donc pour l'instant, notre opchain, elle nous permet de mettre les valeurs que l'on veut dans des registres, et elle nous permet également d'écrire ce qu'on veut où on veut en mémoire. Bon, bien sûr, il faut qu'on ait le droit d'écrire, il faut que la mémoire soit mappée et tout. Mais si on fait attention, on a possibilité d'écrire ce qu'on veut. Et donc, c'est les deux choses qui vont nous servir pour pouvoir récupérer un shell. Et donc, je vais vous expliquer maintenant quel est notre objectif. Maintenant qu'on sait comment faire, quel est notre objectif. Juste avant de voir quel est notre objectif,
il va déjà falloir savoir où est-ce que l'on trouve ces parties de code qui font quelque chose puis un ret. Donc là, on a vu un pop, un registre, puis ret. On a vu un mov, crochet registre, virgule registre et un ret. Mais on pourrait aussi trouver des trucs un peu plus gros, du genre, voilà, un A de SP5, pop EAX, pop ECX, ret. Et donc là, ça veut dire qu'il faudra faire un peu attention à ce qu'on met dans la stack, parce que comme on va modifier ESP, il faut qu'on le prenne en compte dans la construction de notre opchain. Tout ça, ces petits bouts de code qui font quelque chose puis qui finissent par un ret, on appelle ça des gadgets. Et donc, l'objectif d'une opchain, c'est d'enchaîner les gadgets. En fonction des gadgets que l'on trouve dans notre programme, on va devoir s'adapter pour réussir à mettre le processeur dans un état qui nous intéresse pour récupérer un shell. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver ces gadgets-là, et ensuite on verra quel est notre objectif. Alors bien sûr, une des manières de trouver ces gadgets-là, ça serait d'ouvrir notre programme dans un désassembleur, et ensuite de chercher dedans. Mais il y a quand même beaucoup plus simple, et notamment il y a deux outils qui peuvent nous aider, qui sont RobGadget et Roper. Donc là j'ai mis deux exemples. Donc RobGadget, on lui donne le binaire, il va nous afficher tous les gadgets qu'il a trouvés dans ce binaire-là, et donc on a possibilité de trier parmi ce qu'on veut. Donc là, j'ai fait un grep avec PopEBX, et donc on voit qu'il y en a plusieurs de disponibles. Il y en a un qui va plus nous intéresser que les autres, parce qu'il fait juste un PopEBX et un ret, et il fait pas d'autre chose. Donc celui-là, il va nous intéresser. Et pareil, j'ai mis un exemple avec Roper, et donc ici, j'ai fait un grep avec sub, parce que ça peut être intéressant de temps en temps de faire des subs avec des registres, quand on n'a pas la possibilité de mettre la valeur qui nous intéresse ou quoi. Donc ça peut être intéressant. Donc là, on voit qu'il n'y a pas directement de subs qui paraissent simples à être utilisés, mais il faut toujours s'adapter avec les gadgets qui sont présents dans notre binaire, parce que du coup là, ça dépend de chaque binaire. Et je vous ferai remarquer que si on regarde ce que nous a sorti Roper, il y a certains gadgets qui finissent pas par un ret. Certains gadgets qui peuvent finir par des jumps, ça arrive des fois, mais aussi, là en l'occurrence, c'est des gadgets qui finissent par des calls sur un registre. Et donc là, il faut faire hyper attention quand on manipule ces gadgets-là, parce que du coup, si on n'a pas pris en compte, si on n'a pas fait attention à ce qu'on a dans EDX pour le premier gadget, et ben on va se retrouver à appeler EDX, et donc si c'est pas du code exécutable, on va avoir un segfault. Donc, il faut toujours faire attention aux gadgets qu'on a et comment on peut les utiliser. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se demander, c'est bien, je peux modifier les registres et écrire dans la mémoire, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors, l'objectif ultime, c'est toujours d'avoir un shell. Pour ça, on a plusieurs possibilités. La première, ça serait de faire un appel à la fonction système avec un paramètre /bin/sh, mais ça, c'est typiquement un read to libc. Et sauf que là, on se place dans le cas où on peut avoir ASLR. Et donc, s'il y a ASLR, on ne sait pas où est la fonction système, et donc on ne peut pas l'appeler. Donc là, c'est pas faisable en l'état. On pourrait aussi exécuter un shellcode. Donc là, comme on a vu qu'on peut écrire dans la mémoire, on pourrait, sans souci, écrire tout un shellcode dans la mémoire, de la même manière qu'on l'a fait pour du read to stack, et ensuite sauter dessus. Alors ça, en théorie, ça serait faisable. Par contre, sur des binaires modernes, il y a très peu d'emplacements mémoire où on a le droit d'écrire et d'exécuter. Donc, en fonction des binaires sur lesquels vous travaillez, ça peut arriver. Donc, je vous invite à regarder, mais c'est pas commun. Et donc, il y a de grandes possibilités que vous puissiez pas écrire un shellcode et sauter dessus. Et donc ce qu'on va préférer faire, c'est faire un appel à la fonction execvi. Parce que du coup, execvi, c'est pas une fonction de la libc, c'est ce qu'on appelle un syscall, ou un appel système en français. Et donc ce que c'est une fonctionnalité des systèmes d'exploitation, où quand le processeur il va exécuter une certaine instruction, tout de suite le système d'exploitation va récupérer la main pour pouvoir exécuter ce que le processus a demandé. Donc par exemple, si vous avez besoin de lire le contenu d'un fichier, en C vous ferez un open,
Et ce qui se passe en assembleur, c'est que ça fait euh, un syscall open. Et donc là, le système d'exploitation, il va ouvrir le fichier, si on a les droits bien sûr, il va ouvrir le fichier et vous donner un descripteur de fichier. Si ensuite vous avez besoin de lire dans ce fichier-là, pareil, vous n'avez pas le droit de le faire directement, il faut faire un syscall pour demander au système d'exploitation de le faire. Et donc le système d'exploitation, il va lire ou écrire dans le fichier, vous donner les informations ou les récupérer du processus, etc. Et donc le système d'exploitation, il contient énormément de syscalls qu'on peut faire, et donc parmi eux, il y en a un qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est execvi, qui nous permet d'exécuter des commandes. Donc l'instruction qui permet de faire ça, c'est pas la même en 32 et en 64 bits. Donc en 64 bits, c'est l'instruction qui s'appelle syscall. Et alors ce qui se passe quand on exécute cette instruction-là, dès qu'on l'exécute, directement le système d'exploitation, il récupère la main et il va regarder ce que vous avez dans vos registres. Et donc, parmi vos registres, il y en a un qui va servir à déterminer quel est l'appel système à effectuer, et il y a d'autres registres qui vont servir de paramètres pour le syscall qu'on effectue. En x86, l'instruction s'appelle int80, et donc c'est une interruption software. Euh, et donc là, vous pouvez aller voir ces sites web pour savoir quels sont les registres utilisés et où placer vos paramètres. Mais du coup, dans le cadre de execvi, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut mettre. Alors le fonctionnement de execvi, c'est le premier paramètre, c'est le programme à exécuter. Donc nous, comme on veut récupérer un shell, on va exécuter bash, sh, n'importe quel programme qui nous permet de récupérer un shell. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est les arguments donnés à ce programme-là. Et le troisième paramètre, c'est les variables d'environnement données à ce programme-là. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas avoir besoin de paramètres ni de variables d'environnement, donc on va mettre 0 dans les deux. Et donc, en x86, au moment de l'appel système, le numéro du syscall, il doit être présent dans EAX. Et donc, dans le cas d'un programme en 32 bits, EAX, c'est le numéro 11, donc 0xb. Et ensuite, le premier paramètre, il est stocké dans EBX, le deuxième dans ECX et le troisième dans EDX. Et en 64 bits, ça se ressemble beaucoup. Le numéro de syscall est stocké dans RAX, mais cette fois-ci en 64 bits, le numéro de execvi c'est 59. Et ensuite dans RDI, c'est le premier paramètre, donc là on va y placer l'adresse qui pointe vers /bin/sh. Et ensuite les deux autres paramètres, c'est RDI, RSI et RDX. Donc là on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre opchain. On sait comment est-ce qu'on fait pour écrire dans la mémoire. On sait comment est-ce qu'on fait pour écrire les valeurs qu'on veut dans nos registres, et donc on a possibilité de mettre le processeur dans cet état-là, avec ses registres dans cet état-là, et si on a tout bien fait, on récupère un shell. Alors du coup, vous avez vu que maintenant on commence à avoir beaucoup de choses à écrire dans notre overflow, donc ça va commencer à être compliqué de le faire à la main. Donc souvent on le fait avec PwnTool. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur PwnTool si j'en ai jamais fait, mais là c'est un rappel rapide de comment ça fonctionne. Et donc là on peut voir le début de la robchain. Donc début de la robchain, on peut mettre un pop RAX. Donc juste après on va mettre la chaîne de caractères /bin/sh. Ensuite on fait un pop RBX et on met à l'intérieur un endroit de la mémoire où on peut écrire. Ensuite on va mettre un gadget qui nous permet d'écrire en mémoire, etc. Donc on va construire toute notre opchain, et à la fin on fait un syscall. Et donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur un exemple qui est juste après dans cette playlist, pour pouvoir voir en cas concret comment ça fonctionne. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.